Il n'y aura pas de sentiment pour toute personne qui osera se mettre au travers du chemin de ce peuple. Telles sont les paroles du président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Il le dit si bien, l'impérialisme s'est terminé. Cet homme aurait tout simplement dû naître de nationalité africaine, tout simplement parce que le Burkina Faso n'est pas suffisamment grand pour l'ambition qu'il a de relever le continent. Je vous invite à suivre attentivement les moments clés de son discours bilan sur sa première année passée au pouvoir au Burkina Faso. Allons-y. Depuis le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit donc à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier donc la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc, on se sent de plus en plus réconforté tant que le peuple est avec nous et cette mission va la mener à bien. Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique lorsque nous nous sommes révoltés. 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Est-ce à dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir? Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc des Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Alors, Excellence, une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que, au regard de la configuration des choses dans la lutte antiterroriste, vous êtes toujours dans la pensée que les armes seules suffisent à vaincre le phénomène? Nous ne sommes pas dans les armes seules. Nous sommes dans la communication aussi, n'est-ce pas? On a fait comprendre que nous connaissons le problème et que les gens devraient s'abstenir de se lancer donc dans ces mouvements-là. Parce qu'on sait ce qui a amené les gens à prendre les armes, éventuellement à rejoindre les camps de ces criminels-là. Ça, c'est de la communication. On a assez communiqué pour les dire de se soustraire de cette lutte-là parce que nous savons ce qui a amené ça. Voilà, on a sensibilisé beaucoup. Ça fait une partie. Les armes, ça fait bien sûr partie. Mais il y a le développement aussi. Donc nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités. C'est ça l'objectif. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas de prix?
Démarche souterraine, je ne Vous sais parlez pas. des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés. On ne les connaît pas. Qui les connaît? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes et voilà. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes, pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes, voilà, on passe par la manière des armes aussi. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et souvent aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis. Que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble du territoire burkinabé? Bien sûr. 200 Kalachnikov? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. Okay. On a envoyé des missions aller vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allons sortir et dire ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça, c'est une information qu'on donne aux terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc, Excellence, à quand pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Voilà, donc vous avez attendu le développement maintenant? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus une fois encore. Vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos? Je dirais même, pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On était très surpris de voir qu'on n'avait rien. Même le côté logistique, les gens quittaient, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo pour venir à Ouagadougou. Vous gagnez quelques 5-7 pick-up, vous êtes content, vous repartez, vous faites, et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Tout cet argent qu'on investissait, finalement, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire, et il y a même la justice civile. Il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous avons donné le temps. Et je pense qu'on est même allé loin. Vous avez vu une réorganisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que les Burkinabés sachent ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment? Ce que je souhaite même, ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires et il y a des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non. Ce que vous entendez un peu par-ci par-là des problèmes de cohésion, je dirais que ce n'est pas des problèmes en tant que tels. Voilà, c'est des individus... Vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là, d'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. Tant que en fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc ces gens vont véhiculer des messages, voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens. Elle va exister, il n'y aura pas de projets éventuellement au niveau de la gendarmerie?
Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si demain c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissoute comme le disent certaines langues. Qui vous a dit ça? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais. Voilà, donc je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà, on sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le faux montage. Sans vous mentir, moi j'ai un rêve pour le soldat. Et je vais vous dire clairement, ce sont des gens qui se sacrifient pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que le soldat aujourd'hui, sa solde indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Hein. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses. On veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition du soldat. Il faut qu'il vive bien et qu'à sa retraite, il puisse vivre dignement. Voilà, même les questions de logement et tout, on y réfléchit, on a déjà beaucoup de plans. Et pour ce qui concerne également les VDP? Nous avons déjà fait un petit effort. Je pense que les VDP n'étaient pas payés à ce coût-là. Vous étiez à 20 000, vous êtes passé à 60 000 aujourd'hui. Voilà, c'est largement au-delà du SMIC. Et on compte aller plus loin. Voilà, mais je dis, tout dépend de la situation économique du pays. Plus on reconquiert et qu'on arrive à entretenir l'économie, voilà pourquoi je dis les deux vont ensemble. On va améliorer leurs conditions. Les VDP, ce sont des gens, c'est des civils comme vous, qui ont quelques jours de formation, mais ils acceptent d'aller se sacrifier. L'Assemblée nationale a donné son quitus pour l'envoi d'un contingent au Niger. Alors, est-ce que cela ne contribue pas à disperser les forces au niveau du Burkina? Non. Je pense que le débat s'est tenu là-bas et les arguments ont été assez suffisants. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc sur ce point seulement, la meilleure manière donc de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous restent les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Et voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer. Il faut qu'on raisonne. Non. Excellence, en dehors de la question de la solidarité africaine que vous êtes en train d'évoquer, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous avons véritablement ces moyens d'aller au secours du Niger? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà suffisamment affaiblis? Est-ce que nous avons les moyens, y compris en hommes, en finances et en vivres? Quand on parle là-bas, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément le Niger qu'on parle de. C'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigériens ont vu quitter vers chez eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, leurs appareils sont intervenus, tout a été bien coordonné pour... C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on s'aide comme ça entre pays voisins. Et finalement, voilà. Qui paiera cette note? Qui paiera? Cette note? Non, ce n'est pas une note particulière. De toute façon, sur notre territoire, on fait des opérations. Il n'y a rien de particulier si les soldats se retrouvent de l'autre côté de la frontière pour faire la guerre. Le 16 septembre 2023, donc, il y a eu la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce là un processus vers la fin de la CEDEAO ou le retrait de ces trois pays de la CEDEAO pour une certaine autonomie? L'AES, c'est une défense en commun. Nous avons décidé d'unifier nos espaces. Aujourd'hui, peu importe la situation au Niger, aussi au Burkina ou au Mali, on peut bénéficier l'un comme l'autre du soutien de ce partenariat-là.
Donc c'est ça d'abord le plus important pour nous, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la question de sécurité, nous sommes en guerre, et c'est ça qui nous préoccupe d'abord. Le reste, ça viendra. La CEDEAO et l'AES. La CEDEAO est là. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas quitté la CEDEAO. Mais l'AES est une alliance de défense. Que peut-on retenir de l'état de nos relations avec la Côte d'Ivoire lors des changements intervenus au Niger et avec les différentes décisions de la CEDEAO? On a vu deux pays qui ont adopté des postures totalement différentes. Il n'y a pas de problème particulier. Je pense que même demain, les peuples burkinabés et ivoiriens, on est ensemble, hein. Il n'y a aucun problème. Mais les politiques peuvent différer, comme sur ce cas précis où ils ont décidé, les politiciens ont décidé une certaine posture. Nous sommes dans une certaine posture. Mais de toute façon, voilà, chacun réfléchit. Le souci, c'est la population qui paye le coût, qui prend le coût. Jusqu'à preuve de contraire, ça n'affecte pas la population. Je pense que certains pays ont décidé d'aller intervenir au Niger. Ouais, ils peuvent y aller. Ça n'affecte pas la population. Nous avons aussi décidé de protéger nos frères nigériens. Donc, on va renforcer leur armée en cas d'agression. Voilà, c'est le peuple nigérien que nous... Parce que lorsqu'il y a une agression armée, il y a forcément des dommages. Et voilà pourquoi nous disons que nous soutenons l'armée du Niger pour protéger leur population, parce que c'est leur mission principale. Une lucarne sur les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez un message à leur adresser? Parce que beaucoup sont intéressés à rentrer au pays pour lutter, pour défendre le territoire ou encore financièrement apporter leur contribution. Beaucoup sont déjà rentrés, qui sont sur le terrain. Et, comme vous dites, financièrement, beaucoup ont contribué. Beaucoup continuent d'envoyer leur contribution à travers le fonds. Et il n'y a pas longtemps, les opérateurs ivoiriens sont venus ici, même, ils ont fait un congrès, ils ont contribué. Donc vraiment, on les remercie, on les encourage à toujours. C'est de la Côte d'Ivoire seulement? Non, beaucoup de la diaspora. Ça, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai dit, nous avons beaucoup apprécié le réveil. Le réveil, l'éveil de conscience et tout. Les gens aiment leur pays, ils aiment leur patrie, et peu importe où ils sont, ils pensent toujours au pays. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et cette année seulement, si vous comptez le nombre de fois, ceux de la diaspora qui ont eu des congrès ici, c'était vraiment très bien. Et à chaque fois, ils viennent et ils contribuent. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, tous les Burkinabés de l'extérieur, on les salue. Monsieur le Président, quelque fait marquant de notre diplomatie, c'est la cristallisation des relations entre le Burkina Faso et la France et notre rapprochement avec la Russie. C'est ce que nous sommes en train de travailler véritablement à être autonomes, ou est-ce que nous sommes en train de travailler à nous faire encore chapeauter par un autre maître, entre guillemets? Un autre maître, c'est trop dit. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Russie, par exemple, la Russie n'a jamais colonisé un pays ici. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez un seul pays en Afrique ici que la Russie a colonisé? Ou partout ailleurs? Donc, il ne faut pas comparer d'abord les deux. Les vérités d'hier peuvent toujours être celles d'aujourd'hui. Pas évident, mais c'est pour vous dire que nous avons suivi l'évolution de notre pays avec un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, nous avons aussi suivi. On a jugé que ce n'est pas sincère. On arrête. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, soi-disant indépendance, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mots. Ça ne va pas. On produit beaucoup, on a toutes les richesses, mais pourquoi ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nos matières premières sont exportées. À les transformer, on revient nous vendre encore avec... donc on exporte en quelque sorte nos emplois et toute notre richesse. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan défense, on l'a vu avec la guerre, rien ne va. Pourquoi il faut continuer? On change de partenariat. Qu'est-ce qui garantit que la Russie sera mieux que la France à l'avenir? Les Russes suivent très bien ce qui se passe en Afrique. Et c'est parce qu'ils sont aussi anti-impérialistes que nos esprits, je peux dire nos idées convergent. Voilà. Déjà, quand vous prenez nos équipements ici, la plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Et vous avez vu un équipement, je dirais français peut-être ici? Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre
ce qu'eux ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur l'avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre qu'on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Est-ce que justement vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024? On n'est pas encore arrivé, donc nous on espère qu'à la sortie de la saison pluvieuse, là, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, s'il plaît à Dieu. Excellence, on n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition comme ce qui avait été retenu dans la charte? Gouverner, c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes, ou qui sont même impérialistes, ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections, et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Mais s'ils répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que les Burkinabés puissent vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. On parle de réforme politique au Burkina Faso, nouvelle constitution, entre autres, référendum. Est-ce que vous y pensez actuellement? Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. Parce qu'il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution actuellement? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. Et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Oui. Peut-être vous ne trouvez pas, nous imaginons par exemple que les différentes confessions au Burkina, les sages, toutes les représentations des différentes ethnies, tout ça là, vous ne trouvez pas qu'ils puissent donner un avis dans les décisions qui doivent être prises? Parce que cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous souhaitons par exemple faire des ouvertures. Voilà. Et on trouve que ces leaders coutumiers, religieux et tout, ces leaders dans les différentes communautés. Vous envisagez donc d'intégrer certaines approches participatives? Bien sûr. Il faut que les gens puissent, sur certaines décisions importantes, donner des avis. Excellence, on va aussi s'intéresser à la question des libertés fondamentales, notamment avec ce sujet majeur qu'est celui de la justice. Vous savez, au sein de la justice, il y a de très bons acteurs, comme il y a de mauvais acteurs. Et vous le savez très bien. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre aujourd'hui toutes ces affaires qui sont passées. Et il n'y a rien eu. Et vous-même, journalistes, là, il faut que vous vous intéressez à certains sujets. Voilà. Combien de gens ont été dans des erreurs graves, dans des crimes économiques, mais il n'y a rien. Ils ne sont pas poursuivis. L'autre jour, je suivais, il n'y a pas longtemps, sur la RTB, par exemple, le débat sur le stade du 4 août. Qu'est-ce qu'il y a? La justice est libre, indépendante.
En tout cas, nous n'avons pas dit à quelqu'un de ne pas poursuivre les procédures. Pourquoi ils ne le font pas? Il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes ici, des crimes économiques, qui ont pillé l'argent du peuple, mais qui sont libres. C'est ça qu'on veut régler. Vous vous souvenez, à la rentrée de l'année passée, la rencontre avec les CSM, j'ai dit il faut qu'on change la manière de faire la justice même. Mais il n'y a pas eu de proposition. Il faut que la justice soit pour tout le monde. Voilà moi mon cheval de bataille. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit, aller enfermer. Il y a un service social qui s'occupe des choses. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réforme. On ne peut pas se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont loin en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis farouchement contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée au CSM, je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton, ben dans un garage, il a volé un moteur, aller vendre quelque chose, il cherche, on sait bien qu'il a faim. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a volé. Donc les détenus pourraient être des VDP à l'avenir pour le Burkina Faso. Ils vont travailler. Si dans les prisons, les gens commencent à vous dire, nous voulons aller nous battre pour la nation, vous êtes prêts à libérer ces bras valides-là qui sont dans nos prisons pour aller lutter pour le territoire? Mais ils vont aller, ça dépend de ce qu'il a fait. Si ce n'est pas un criminel. Okay. Parce que j'ai dit la prison, c'est pour ceux qui tuent. C'est-à-dire les criminels. Et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Il y a aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est des criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison. Mais même le crime économique, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Aujourd'hui, les gens volent des milliards, on les attrape, on les met en prison. Il accepte purger sa peine, il sort et bouffe ses milliards. Il n'y a rien. Monsieur le Président, on va parler de la radio Omega. C'est vrai que la suspension a été élevée. Alors, est-ce qu'on doit comprendre à travers ce message, ce sophisme, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous? Ce n'est pas ça. Voilà, il ne faut pas prendre ça sur cet angle-là. Les libertés individuelles ne doivent pas primer sur les libertés collectives. Il faut que les gens comprennent ça. Secondo, il faut savoir communiquer. On est en guerre, il faut savoir communiquer. Et il faut pas, soit vous êtes avec la patrie, ou bien vous êtes contre la patrie. Peut-être que d'autres communiquent sans savoir ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y a des sessions de formation que je vois souvent, qui sont organisées au profit de vous les journalistes, pour vous mettre dans la communication de guerre. Je pense que chacun doit voir ça. Mais je me dis que les gens font exprès. Sinon, vous suivez les chaînes internationales. Lorsqu'il y a un conflit, vous les suivez et vous savez très bien qu'est-ce que c'est que la communication de guerre. Parce que dans la guerre, généralement, vous prenez parti pour une des parties ou pour l'autre. Donc, pourquoi ici, votre pays est en guerre et vous ne pouvez pas soutenir? Moi, je vous dis que en brousse, il arrive que les hommes suivent tout des médias. Il y a des moments où vous pouvez voir quelqu'un énervé toute la journée parce qu'il a vu quelque chose dans un média. Et vous pouvez voir quelqu'un aussi très content parce qu'il a vu quelque chose d'autre. Donc, il faut savoir communiquer en temps de guerre. Nous sommes actuellement en temps de guerre. Est-ce que vous songez, par exemple, à établir de nouvelles règles de fonctionnement des médias? Et subsidiairement, Monsieur le Président, je voudrais savoir si dans l'ensemble, le durcissement du ton du gouvernement à l'endroit des médias est la signification du fait que vous n'êtes pas satisfait du travail général qui est abattu par ces médias. Pas satisfait, ce que je disais, peut-être par méconnaissance pour certains, mais beaucoup font déjà très bien leur travail. Pourquoi on ne reproche pas à tous les médias? Ce n'est pas à tous les médias qu'on fait des reproches. Je vais vous dire quelque chose. La guerre, c'est quelque chose d'assez bizarre. Lorsque on est combattant sur le terrain et qu'on part dans une bataille, il y a deux situations qui peuvent arriver. Vous remportez la bataille sans investir les lieux, ou bien vous remportez la bataille, vous investissez les lieux. Ça veut dire que quand vous investissez, vous pouvez voir tous les dégâts que vous avez causés. L'ennemi que vous avez tué, le matériel que vous allez remporter, en tout cas tous les détails, et vous repartez. Lorsque vous gagnez une bataille et que vous avez tous les détails, c'est de l'extase. Vous êtes très content. Et ça vous motive à aller demain, à repartir à l'offensive. Ça, c'est très important.
Ok, l'ennemi, ce sont des combattants. Ils réagissent de la même façon. Aujourd'hui, il est très difficile pour eux de venir mener des batailles contre nous et investir les lieux. La plupart du temps, dès qu'ils viennent, ils tirent, ils ramassent leur corps et ils fuient parce qu'ils ne veulent pas rester que les vecteurs aériens viennent les trouver sur place. Ça veut dire qu'ils ne savent pas très souvent qu'est-ce qu'ils ont causé comme dégâts. Lorsqu'on donne à l'ennemi ces informations, ok, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez fait tant de dégâts, ça l'encourage à revenir et à reprendre. Et vous savez bien que même ceux-là qui ont créé la liberté d'expression dans leur guerre, il y a des moments où on ne communique pas sur certaines choses. La réquisition, c'est un nouveau mot qui est rentré dans le quotidien des Burkinabés, tant il est perçu comme une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des citoyens. Alors, certains estiment que donc la réquisition est désormais brandie comme une arme de dissuasion. De toute façon, c'est réglementaire, non? La mobilisation générale, la mise en garde, c'est réglementaire. C'est ça? C'est vous qui dites c'est l'état de droit. C'est l'état de droit, c'est réglementaire. Lorsqu'on est en guerre, on peut prendre certaines dispositions. On peut réquisitionner tout le monde. Récemment, on a un anesthésiste réanimateur qu'on a pris, on l'a vu en tenue avec une arme. Est-ce que c'est son rôle d'aller faire la guerre à la place des militaires, par exemple? Parmi les VDP, je vais vous dire qu'il y a des gens, chefs de projet, en tout cas des entrepreneurs, des gens très bien posés. Ça, ce sont des volontaires. J'arrive, qui se battent. Leur rôle premier, ce n'était pas ça. Mais ils ont vu la nation en péril. Ils ont décidé de s'engager. Ça, c'est du patriotisme. Ceux qui n'ont pas ce courage de le faire, encouragez donc ceux qui se battent d'une certaine façon. Est-ce que vous parlez de médecins anesthésistes? C'est son travail de critiquer, voilà. Ce qu'il fait là, est-ce que c'est son travail de médecin? Mais c'est un citoyen burkinabé. C'est même pas critiquer, c'est souvent des injures, des débordements. C'est son travail. Vous savez, on respecte tout le monde, il faut respecter aussi les gens. Est-ce que c'est une punition? Voilà. Non, ce n'est pas une punition. Il ira là-bas prouver ce qu'on aurait dû faire. Voilà, il va contribuer. Et puis, les médecins militaires, il y en a. Hein. Ou bien, qui dit qu'il ne peut pas servir là-bas? Voilà pourquoi on tient à ce qu'il soit même entraîné au maniement un peu des armes avant de partir. Donc, sinon, tout le monde peut s'attendre du jour au lendemain à être réquisitionné pour aller au front. S'il le faut, tout le monde ira. On va parler d'économie, relance, création d'emplois et engagement patriotique. Et pour venir à bout de leaders terroristes, Excellence, vous l'avez dit, il faut de l'argent pour développer le pays aussi. Vous avez donc initié un fonds de soutien patriotique. À ce jour, est-ce que vous êtes satisfait de l'engagement des citoyens? Oui, je suis satisfait, il faut le dire, et c'est à saluer. Les Burkinabés ont accepté de consentir d'énormes sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on passe le message souvent aux soldats lorsqu'on passe dans certaines garnisons. Le peuple a accepté de se saigner. Le peuple a accepté. Il y a des taxes qu'on a imposées, il y a voilà, un certain nombre de choses qu'on a dû faire pour pouvoir financer notre guerre. Pour les citoyens burkinabés, même s'ils ne parlent pas, la vie chère est là. Les Burkinabés ont accepté volontairement de contribuer. Quand on est parti d'abord sur le fonds de soutien patriotique, au début on avait dit qu'on allait retenir 1%. C'est ça, non? Il y a des gens qui ont dit que non, ça ne peut pas se faire parce que les fonctionnaires souffrent déjà beaucoup trop, ainsi de suite. On a dit il n'y a pas de problème, c'est volontaire. Dans le volontariat, là, vous savez combien de fonctionnaires sont venus souscrire? D'autres même demandent à ce qu'on prenne plus que 1%. Nous on dit, on rend grâce à Dieu. Et tout ce qu'on a fait, en termes de taxes et autres, les Burkinabés ont accepté. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra financer cette guerre. D'ailleurs, même avec tout ce qu'on récolte, voilà qu'on veut payer, c'est certain, ils bloquent notre argent. Mais il faut qu'on sauve le pays. Et les gens ont compris ça, c'est à saluer. Et nous, on ne peut que remercier ce peuple-là pour avoir compris le sens de notre combat, pour avoir compris l'idéologie que nous développons. Et la dette intérieure, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui souhaitent qu'on paye la dette intérieure et relancer l'économie burkinabé. Ça a commencé, je pense qu'il n'y a pas trop de retard. Voilà, le Trésor règle ça, en tout cas au fur et à mesure. Je suis ça. Voilà, c'est vrai, on avait mis un frein à un moment donné parce qu'il fallait vraiment s'équiper. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu pendant un temps donné, mais bon, c'est assez compliqué. Quand vous recrutez par exemple, on a lancé pour les VDP, on fait rentrer 5000 VDP et vous vérifiez pour voir si on peut les équiper tous et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? On va les former, les laisser sortir, on va les tuer. Parce que s'ils repartent chez eux, on va les tuer.
il fallait les équiper en urgence. Donc ça fait qu'on a dû bloquer un peu certaines factures au niveau des entreprises pour payer de l'équipement en attendant de mettre en place le fonds. Le fonds est mis en place maintenant, ça fonctionne. Donc je pense que les entreprises, en tout cas beaucoup, sont en train d'être soulagées. Oui, mais certaines entreprises demandent à ce qu'elles soient exonérées de certaines taxes compte tenu de la situation. Exonérées? Non. D'abord, même les taxes que nous on a instituées, la plupart, quand ce soit la boisson ou autre, la téléphonie, ce n'est pas les entreprises, hein. C'est les citoyens qui payent. Pour l'instant, on n'a pas touché une entreprise proprement dite. C'est les citoyens qui payent. Lorsqu'on a augmenté le prix de la boisson, c'est augmenté chez vous aussi, non? Bien sûr. Vous avez mis également en place l'actionnariat populaire en appelant à l'engagement de tous. Et récemment, vous étiez à Bobo pour la pose de la première pierre d'une usine de transformation de la tomate. Peut-on en déduire que l'initiative se porte bien? Oui. Une fois de plus encore, moi je dis, on rend grâce à Dieu que les gens aient compris l'esprit qui est derrière cette idéologie-là. Les dévanciers ont parlé beaucoup de ça, d'autres ont voulu initier, mais c'est un système qui a été combattu. Pourtant, c'est un système qui marche. Nous, ça nous fait mal de voir aujourd'hui. Vous êtes déjà allé sur un site d'orpaillage, voir dans quelles conditions les jeunes Burkinabés travaillent. Le courage qu'ils ont de faire ça. Par exemple, on veut semi-mécaniser ça un peu, pour qu'au moins ils puissent soustraire le maximum de leur labeur et que ça puisse aller de façon un peu plus mécanique. Ça fait partie des missions de l'APEC. Tout ce qu'on produit ici, vous êtes d'accord qu'on produit tout ce... Quand on prend les produits de première nécessité, l'huile, le lait, comment je vais dire, même ces pâtes de tomates qu'on a. Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate, que des gens viennent d'ailleurs, la caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1 000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre. Non, ça va, on a réfléchi, on a pensé. Il faut qu'on ait beaucoup d'entreprises de ce genre-là, pour la transformation, pour la mécanisation, pour en tout cas beaucoup de choses. Comment financer? On a pensé à ce modèle. Et le peuple finance. Est-ce que vous avez des garanties que cet argent va bien être utilisé pour éviter éventuellement que les gens souscrivent et que l'argent se retrouve éventuellement détourné? Je suis ça de près. Voilà, ce qui a mené d'ailleurs à pouvoir poser la première pierre et commencer la construction de la première usine. Et ça continue. Donc celui qui va voler 5 francs d'un Burkinabé dans cette affaire, il sera face à vous. Hein, c'est ça que j'appelle un crime. Oui. Voilà, ça ce n'est pas tolérable. Et je pense que ceux qui sont au niveau de l'APEC le savent. On a fait d'ailleurs une visite là-bas dernièrement. On ne peut pas s'amuser. Et d'ailleurs, les citoyens suivent ça aussi. Tous ceux qui souscrivent, voilà, ils suivent. Il y a des plateformes, si ce n'est pas déjà prêt, où les gens pourront suivre les souscriptions et l'évolution. Et ça évolue très bien. Et depuis un temps donné, on est très satisfait. Ça, vraiment, on remercie beaucoup le peuple qui a compris, que ce soit le Burkina de l'intérieur, surtout de la diaspora aussi, parce qu'il y a carrément un bureau qui s'occupe de la diaspora. Et ça se porte très bien. La production agricole va mobiliser 3 000 militaires et des PDI, alors pour la production de 190 000 tonnes de céréales et de légumes. Alors, le problème est que ça s'inscrit dans une période bien définie, 2023-2024, alors qu'il y a jusqu'à plus de 2 millions de Burkinabés qui sont frappés par l'insécurité alimentaire. Alors, quel est votre commentaire? Oui, l'initiative est lancée et ça se porte très bien. On a pu faire le point. Je pense que même, ils ont dit qu'ils vont faire un point encore au peuple ces jours-ci. Ça se porte très bien. C'est d'ailleurs au-delà de nos attentes en termes de superficie qu'on voulait emblaver et tout. Et les militaires et les pays participent. Voilà. C'est l'autosuffisance alimentaire qui est en ligne de mire. Ça, c'est l'objectif. Il faut qu'on y arrive et c'est possible. Pendant combien de temps éventuellement dans vos prévisions? Alors, il a dit tout de suite que l'initiative c'est 2023-2024. Ce n'est pas exclu que ça y ait extension, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, on les a demandé un travail. Ils nous ont fourni donc dernièrement un document qu'on a autorisé en Conseil des ministres, l'offensive agricole. C'est là-bas en fait que ça sera plus large parce que c'est le ministère qui doit s'occuper de ça par vocation. Donc ça aussi ça sera lancé tout de suite. L'objectif c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en tout cas à l'horizon 2025 et ça sera piloté par le ministère.
Ce sont des initiatives qui visent en tout cas à occuper la jeunesse qui enquête également d'emploi. Et lors de la commémoration de la journée internationale, vous aviez lancé un appel à l'entrepreneuriat. Quelle est votre vision, Excellence, pour cette jeunesse? On a encouragé l'entrepreneuriat bien avant d'être là-bas. Je pense que il y a les conseils des ministres avant où vous avez vu que les PME, par exemple, on a travaillé à élaguer beaucoup de taxes autour. C'est pour encourager les gens parce que nous avons de la chance d'être aussi de vivre dans la masse populaire. Les jeunes qui veulent créer des petites entreprises, souvent se retrouvent confrontés à beaucoup de sortes de taxations. Ils n'arrivent pas à ça. Et même d'accès au marché. Il y a beaucoup de jeunes qui créent, après voilà. Ils n'ont même pas accès au marché public et autres. C'est des problèmes à n'en pas finir. Tout ça, on a facilité. Oui. Donc j'ai dit d'élaguer tout ce qui est taxe autour, et l'accès au marché aussi. Et voilà, on a facilité beaucoup de choses actuellement. On continuera de le faire, c'est pour encourager les jeunes à entreprendre et pouvoir les accompagner. Et d'ailleurs, dernièrement, c'est ce qui a amené à rencontrer donc les banquiers là, où on les a demandé, on attend toujours, qu'ils nous fassent des propositions. Même s'il faut que l'État puisse trouver des garanties pour que les jeunes puissent avoir les prêts à des taux vraiment acceptables dans les institutions financières pour se lancer. Il le faut. L'autre question, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez à l'après-présidence du Faso? Vous avez dit au début que vous n'aimez pas le pouvoir parce que c'est des problèmes. Un an après, est-ce que vous dites que cette affaire-là finisse vite pour que moi je reparte dans ma vie militaire sans angoisse, sans contrainte? C'est comme vous l'avez dit, en venant ici, nous, on n'est pas venu dans cet objectif. Mais à présent, le peuple nous a confié une mission et nous avons juré de ne pas trahir le peuple. Et nous accomplissons notre mission. Ce qui va venir après, ça ne nous regarde pas parce que si vous pensez à votre avenir, vous ne pouvez pas gouverner nos États là. Ça, je peux vous assurer. Si vous pensez à votre avenir, si vous avez peur, vous ne pouvez pas gouverner nos États là. Vous voulez rester président à vie ou qu'est-ce que vous dites? Président à vie, vous pensez que c'est possible? Ah, tout est possible. possible. Pas le souhait de quelqu'un. Hein. Bon, c'est vrai qu'on le voit ailleurs. Hein. Vous allez vous fatiguer à un moment donné. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Non. Tant que moi, je vois le peuple debout, on n'est jamais fatigué. Je vous dis que c'est une vie difficile. Et voilà pourquoi j'ai dit, si vous pensez à votre vie ou bien vous pensez à l'avenir, vous savez combien de compromissions on vient pour nous faire ici? Combien de propositions? Si nous on pensait à l'avenir, peut-être qu'aujourd'hui on serait déjà des multimilliardaires. Parce qu'il y a tellement de gros contrats. On vous envoie des valises souvent? Pas des valises. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Quand vous prenez l'aéroport de Donsin, on vient vous négocier avec vous, il faut signer pour qu'on vous donne par exemple 5% sur les 30 ans. Si j'accepte, imaginez ça fait combien de milliards? On ne va pas hypothéquer l'avenir de notre patrie là pour ça. On n'est pas venu pour ça. Vous prenez l'hôpital de radiothérapie là, c'était mort, c'était fermé. Voilà. Pendant qu'on nous a aidé à voir ça pour soigner les cancers ici. Voici des choses où on a eu des propositions. Et puis c'est des Burkinabés, hein, des milliardaires burkinabés qui sont venus nous faire des propositions voilà. Si on les donne pour qu'ils en fassent une clinique, on aura, c'est sur toute la vie, hein, tel pourcentage dedans. On dit non, nous on veut réouvrir ça pour que ça serve aux Burkinabés. On a eu beaucoup de visites, on a eu beaucoup de propositions. On dit on ne veut pas. Et c'est réouvert actuellement. On soigne gratuitement les cancers des enfants. Cancer de prostate et de sein, c'est gratuit. C'est les autres cancers qui sont payants. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Donc c'est pour vous dire, si vous pensez à l'avenir, vous, votre propre avenir, vous ne pouvez pas diriger nos États. Il y a la pression. On vous fait toutes sortes de pressions, des menaces, du tout. Mais nous sommes là pour le peuple. Donc vous avez des insomnies au quotidien? Insomnie? Pas d'insomnie. Parce que nous n'avons pas peur. Vous n'avez pas peur? Non. Excellence, une année après être arrivé dans le fauteuil présidentiel, d'adresser un mot à l'ensemble de la population avant qu'on ne referme donc ce temps d'échange. Le mot qu'on peut adresser, c'est remerciement. Remerciement pour la confiance placée en nous et remerciement pour la confiance placée à l'idéologie que nous sommes en train de développer. Remerciement pour leur esprit panafricain, parce qu'il faut reconnaître que le peuple, si nous sommes dans un esprit de révolution panafricaine et que le peuple soutient, ils sont dans le même esprit. Donc nous ne pouvons que les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est une confiance qu'on a. Sinon, on n'aurait pas lancé l'APEC et puis avoir des souscriptions. On n'allait pas lancer les fonds de soutien et avoir des souscriptions. Le peuple a eu confiance en nous. On peut les rassurer que nous n'allons jamais briser cette confiance.
Et on ne peut que les remercier et les demander de rester en veille et surtout de rester à l'écoute des vraies informations qui puissent provenir donc, voilà, de nous. Et parce qu'il y a souvent trop de fausses rumeurs qui peuvent amener les peuples à commettre l'irréparable très souvent. Et donc, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est de faire attention aussi à ces réseaux sociaux et qu'on continue à se faire confiance. Lorsqu'il y a une information qui est là, on pourra le leur donner clairement et qu'on puisse avancer sereinement dans la construction de notre patrie là, voilà, avec tout le monde.